Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler Mercato avec enfin une vraie bombe au PSG, à savoir l'identité de l'offensive pisté qui a filtré aujourd'hui dans les médias français. Il s'agit de Ryan Cherki, vous l'avez tous vu, on va analyser ça dans cette vidéo, mais avant on va revenir sur le mercato du club, la politique qui est menée et essayer de décrypter quelque chose de très difficile à décrypter, les logiques de ce choix. Galtier le disait dès la fin décembre, on ne recruterait pas cet hiver sans départ en amont. Au final, on a fait partir Pablo Sarabia en première ligue pour 5 millions et c'était un salaire qui ne pesait pas vraiment sur la masse salariale parce qu'il n'était pas très important. Du coup, après ce départ, on pouvait se demander si on avait vraiment débloqué une vraie marge de manœuvre pour recruter. On va pas aller bien loin avec 5 millions d'euros. Du coup, je pense que le tournant a été la tournée au Qatar. J'ai vu passer aujourd'hui dans la presse, j'ai pas la source, je suis désolé, mais je l'ai vu passer comme quoi, quand on est allé là-bas la semaine dernière, on a négocié avec les actionnaires une enveloppe revue à la hausse. Alors, pas mirobolant, mais quand même, il y a eu quelques millions de plus sur l'enveloppe Mercato, ce qui permet aujourd'hui, visiblement, d'avoir une quinzaine de millions pour recruter dans le secteur offensif. Ça, c'est le choix de Luis Campos et de Christophe Galtier. Parce que depuis quelques jours, on parle de Milan Skriniar. L'Inter est clairement ouvert à un départ cet hiver. Ils attendent 20 millions d'euros, c'est ce qu'ils font filtrer dans les médias. Di Marzio est le porte-parole de Marotta, c'est ce qu'il dit. La Gazzetta, pareil. Mais visiblement, on l'attend cet été, on ne veut pas mettre d'indemnité de transfert. Soit, c'est un choix. Du coup, Galtier a sûrement obtenu gain de cause. Je pense que c'est lui qui est à l'origine de ce choix de prioriser un offensif. Et on se retrouve à pister Ryan Cherki. D'abord, le PSG, ce qui a filtré en premier dans les médias, c'était le fait qu'on cherchait un ailier droit gaucher pour pouvoir repiquer dans l'axe. Ça me paraît assez logique, parce que notre jeu tend sur le côté gauche et l'axe. Donc quand tu es côté droit, évidemment qu'il faut un gaucher. On a donc une dizaine de millions d'euros, un joueur à la fois d'équilibre, mais aussi percutant, parce qu'il serait amené à remplacer numériquement Neymar et Messi dans des matchs de transition, des petits matchs, en étant titulaire, mais aussi rentrer dans les gros matchs en les remplaçant ou en remplaçant quelqu'un d'autre. Donc, il faut être percutant. Pas de Marcus Thuram, selon le journal L'Équipe, ni Xavi Simons. On aurait pu y penser, mais la clause de rachat qui a été négociée au moment de sa signature au PSV, c'est pour cet été, pas cet hiver. Voilà. Bon, en gros, pour faire très court, on cherche un Di Maria. On a vraiment sous-estimé son départ l'année dernière, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je ne veux pas refaire l'histoire. Je ne dis pas qu'il fallait le prolonger, loin de là, mais je veux juste souligner l'importance du mec, en fait. Dans l'ère QSI, c'est incroyable l'importance qu'il a eu. D'abord, parce que, c'est un joueur de référence au niveau européen. Il en a eu une multitude au PSG. C'est un joueur qu'on a recruté pour 65 millions d'euros après une saison cauchemardesque à Manchester United. Donc ça vous montre, le risque qui a été pris à cette époque, et 2, la nécessité, la logique qui est derrière le fait de mettre des millions sur des joueurs clairement talentueux. Parce que même si c'était un risque à ce moment-là, parce qu'il sortait d'une saison cataclysmique, ça restait quand même un joueur de classe mondiale. Voilà. Et quand tu pisses des joueurs de classe mondiale, il n'y a pas de secret. Ils s'inscrivent dans ton projet et ils font la légende de ton club, comme Di Maria l'a fait. Voilà, quand Neymar était blessé, c'est incroyable parce que d'un point de vue statistique et de créativité, il s'est rapproché sans égaler Neymar, mais il en a vraiment été très très proche, comme aucun autre joueur l'aurait fait sur la planète foot. Donc Di Maria, joueur exceptionnel qu'on ne cessera de couvrir d'éloges. Par exemple, par rapport à Cavani, j'ai beaucoup plus d'affect pour Di Maria. Ça, c'est que mon point de vue personnel. Allez, on passe à Ryan Cherki. Ce matin, il était 9h. Loïc Tanzi a balancé l'information en premier. La priorité du club cet hiver est le joueur de 19 ans de l'Olympique lyonnais. Luis Campos l'a identifié depuis quelques années comme un des plus gros potentiels de sa génération. On a tout de suite fait le lien avec Mbappé, puisque les deux sont très proches, les entourages des deux joueurs aussi. Donc, on peut en revenir au rôle que sa famille, Mbappé, a dans la direction sportive du club. RMC Sport confirme que le PSG a fait une offre à l'OL. Que voilà, c'est pas qu'un simple intérêt, mais qu'il y a eu une offre. Le montant n'a pas filtré, il est la priorité. Et l'OL n'est pas complètement fermé. Jean-Michel Aulas a réagi sur Twitter, c'est notre tweetos préféré. Il a réagi en disant que l'avoir chez eux, c'est bien plus important que tout et que ça les rend fiers de le voir courtiser. D'un côté, il ferme complètement la porte. De l'autre, on connaît Jean-Michel Aulas. Voilà.
Hein, on connaît l'oiseau, on sait très bien que si on lui propose la somme qu'il veut, il acceptera. Maintenant, selon le Parisien, le budget est de 10 à 15 millions d'euros. Je le dis tout de suite, je ne vois pas l'OL accepter ce type d'offre d'ici à la fin du mercato, en fait. Ça n'aurait aucune logique pour eux d'accepter en dessous de, allez, 20 millions. Je suis gentil, hein. Et encore, ils pourraient demander 25. Voilà. 10-15, enfin, honnêtement, je ne comprendrais pas si l'OL accepte, tout simplement. Est-ce que ça en ferait une bonne affaire ? Là se pose la question, parce que, encore une fois, tu ne recrutes pas pour recruter, tu recrutes pas pour faire des affaires, tu es quand même le PSG, hein, tu n'es pas un club de trading, tu recrutes pour apporter une plus-value à cet effectif. Une plus-value par rapport à Pablo Sarabia, puisque visiblement tu fais du poste pour poste, et une plus-value pour suppléer les trois de devant, préserver l'équilibre. Parce que ça, je pense que c'est en fait le maître mot de Galtier et Luis Campos, on y reviendra après. Revenons d'abord sur le profil de Ryan Cherki. C'est un grand prospect français, bien évidemment, seulement 19 ans, il est né en 2003, il est né deux mois avant moi, ça fait tout drôle de parler d'un mec qui a mon âge. Donc il lui reste 18 mois de contrat à l'OL, ça c'est important. Cet été, il n'aura qu'1 an de contrat. Est-ce qu'il va prolonger ou pas ? On ne sait pas. Et avant le départ de Bosch, il y avait eu une petite prise de bec dans les médias concernant son temps de jeu. Bon, il explose fin 2019, début 2021, début 2020, pardon. Putain, je m'embrouille ce soir. Il bat des records de précocité. Par exemple, c'est le plus jeune buteur de l'OL en compétition officielle à 16 ans et 140 jours. C'est quand même pas trop mal, bien évidemment. Pendant le Final 8, pareil, il pète des records. 2020-2021, par contre, il n'enchaîne pas. Il a seulement 8 titularisations. Ensuite, la saison d'après, c'est l'arrivée de Peter Bosch. Pareil, il est un petit peu en sortie de banc avec seulement 7 titularisations. Et surtout, en février, il se blesse jusqu'à la fin de saison. Ça peut poser des questions déjà sur sa fiabilité physique. Blanc, évidemment, arrive en octobre. Bon, la situation de Cherki, comme je disais, il y a une brouille médiatique publique avec Bosch, c'est pas au beau fixe. Mais Blanc, il lui fait confiance, il lui redonne du temps de jeu. Et là, clairement, on est sur un joueur qui a profité de la dynamique d'après Coupe du Monde, puisqu'il reste sur 5 titularisations depuis la reprise, là, en 2023. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Il a aussi fait de belles performances. Il devrait enchaîner. Donc, pour l'OL, en fait, s'en séparer au moment où il a enfin une dynamique, parce que ça commence à faire, hein, ça fait 3 ans qu'il a éclos et il peinait à trouver du temps de jeu, tout simplement. Parce que je rappelle que cette saison, même s'il a trouvé une dynamique dernièrement, ça reste 466 minutes en Ligue 1. Soit 50 de plus que Carlos Soler et 42 moins que Ekitike. Donc la sortie de banc, il connaît. Déjà, on peut se dire, s'il n'arrive pas à avoir du temps de jeu à Lyon, qu'est-ce que ça va être au PSG ? Et de l'autre côté, on peut se dire, déjà qu'il n'a pas de temps de jeu à Lyon, eh ben, au PSG, il n'arrivera pas avec de grosses prétentions dans ce domaine-là. Et donc, voilà, il ne va pas nous prendre de haut et accepter, même si là, je pense que si tu signes un joueur maintenant, avant le mois de février qui nous attend, bon, déjà, je crois qu'il est titulaire lors du Classico, le 8, en Coupe de France contre Marseille, hein, parce que là, c'est absolument incroyable le rythme qui nous attend. Ou alors, s'il n'est pas titulaire en Coupe de France, c'est le week-end d'après contre Monaco ou Lille en Ligue 1. Bref, bon, évidemment, c'est un gros talent. Ça, personne ne pourra le nier, peu importe ce qu'on en dise. Il est avant tout polyvalent, capable de jouer ailier droit, numéro 10, faux numéro 9, à peu près sur tous les postes offensifs. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour maximiser son temps de jeu au PSG. Il est ambidextre, donc évidemment, avec ses 2 pieds, il est très imprévisible pour l'adversaire. Comme un Ousmane Dembélé par exemple, dans les 1 contre 1, il fait des différences. C'est là où je pense qu'on fait une plus-value par rapport à Sarabia. Sarabia, il faisait les efforts défensifs, peut-être plus que Cherki, mais il était incapable de dribbler un mec. Là, Cherki, je pense que dans notre effectif, il serait quand même très bien placé en matière d'élimination. Voilà. Percussion. Alors, il y a élimination, mais il y a aussi percussion. Hein. Tu peux être un bon dribbleur et pas avoir de percussion, à savoir faire les dribbles, mais derrière, pas faire la course, la conduite de balle qui fait la réelle différence par rapport au bloc adverse. Lui, il en est capable. Les changements de rythme, la conduite de balle après les dribbles, c'est quelque chose qu'il apprécie. Donc vraiment, pour moi, c'est les qualités qui colleraient le mieux au PSG. Techniquement, il a un gros bagage, donc il pourrait se connecter avec Neymar et tout ça. Bonne qualité pour distribuer, par exemple, faire des renversements sur Nuno, lancer Mbappé dans la profondeur, Kimi aussi peut-être. Maintenant, pour faire des appels, c'est pas trop ça. Donc la prise de profondeur, chose
que tu as vraiment cruellement besoin quand Mbappé n'est pas là, c'est pas lui qui va gommer ça. La présence dans la surface, bof. Hein, les Lyonnais lui ont reproché à un moment son manque de réalisme. Les efforts défensifs, pareil. C'est pas quelqu'un qui en est friand. Et surtout, c'est quelqu'un qui a besoin de liberté en fait pour s'exprimer. Chose qu'au PSG, t'as absolument pas. C'est-à-dire que derrière ce trio qu'est la MNM, en fait, tu te contentes des miettes qui te laissent. Déjà, tu touches les ballons que eux ne touchent pas, à savoir très très peu de ballons, comme Carlos Soler. Et quand tu les touches, la plupart du temps, mentalement, tu vas chercher un des trois et tu vas faire la passe à celui qui est le plus proche de toi, en fait. Donc, tes copies seront pas très très bonnes, seront assez insignifiantes, comme celle que rend Carlos Soler aujourd'hui. Bref, je compare pas Cherki à Soler, je le préviens. Déjà, pour lui, est-ce que c'est la bonne solution ? Aller au PSG, où t'as pas vraiment de temps de jeu, où Ekitike a pu douter au début de saison, où aujourd'hui tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va en faire en fait ? Parce qu'on y reviendra plus tard. Le fait de pister Cherki aujourd'hui, c'est avant tout pour le PSG synonyme, le symbole de l'échec cuisant du dernier mercato. Bref, pour lui, est-ce que c'est la bonne solution ? J'en suis pas sûr. Maintenant, je pense de l'autre côté, j'ai un petit espoir dans la mesure où devenir un joueur lambda au PSG, qui doit un petit peu bousculer la hiérarchie, qui a un temps de jeu assez minimal, qui quand même est à l'entraînement avec des joueurs de classe mondiale qui font que tu dois les challenger, tu dois rehausser ton niveau de jeu. Quand je dis challenger, c'est pas évidemment chercher leur place de titulaire, mais à l'entraînement, voilà, tu dois évidemment être à leur niveau technique, te connecter avec eux, essayer de faire les bons gestes, les bons échanges dans l'axe, dans les petits espaces. Et avec l'enchaînement de zinzin qui nous attend là sur la seconde partie de saison, je pense qu'il aura du temps de jeu quand même, hein, franchement. Je pense qu'il en aura. Donc, voilà, j'ai peut-être de l'espoir pour lui. Maintenant, pour nous, il y a plein de questions. D'abord, la première chose à prendre en compte, c'est Galtier et Campos, j'en suis persuadé, ils réfléchissent en termes d'équilibre. Avant d'analyser la vision du club, il faut voir comment voient Galtier et Campos. Parce qu'on peut nous dire, machin, faut recruter Bernardo Silva, faut recruter Saint-Maximin parce qu'il fait des différences, faut un ailier, faut un buteur pivot. Mais le problème, c'est que c'est pas nous qui sommes au club. Il faut comprendre pourquoi Campos et Galtier se positionnent sur ce type de joueur. Je pense qu'ils veulent pas bousculer la structure. À savoir, quand Neymar ou Messi sont absents, mettre un joueur qui ne change pas de registre pour préserver la structure. Et quand tu fais un changement en plein match, un joueur pareil, qui ne va pas changer l'équilibre de ton 11. Et de l'autre côté, avoir un joueur capable de se fondre dans ce moule collectif par des qualités techniques, bien évidemment, et une intelligence situationnelle positionnelle qui lui permettrait de bien se positionner par rapport à l'hégémonie de la MNM. Voilà. Ce qui explique par exemple que tu ne prennes pas un ailier rapide de profondeur. Parce que clairement, aujourd'hui, je vais le dire au PSG, personnellement, ma lecture, c'est pas l'équilibre machin chouette. Ma lecture aujourd'hui, c'est on est sur un mercato hivernal, donc il faut recruter quelqu'un qui fait des différences tout de suite. Skriniar, parce qu'en défense, tu as besoin d'un titulaire. En attaque, c'est quelqu'un pour la sortie de banc. Donc, c'est quand même plus difficile de choisir. Et du coup, parce que c'est de la sortie de banc, je préfère, face au Bayern, faire rentrer quelqu'un qui va apporter de la percussion, user une défense qui sera fatiguée, plutôt qu'un Ryan Cherki qui va pas vraiment bousculer la structure. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, c'est pas la lecture de Luis Campos et Galtier. Donc, il faut se mettre à leur place. Premièrement, ça, peu importe la lecture des deux, là, c'est l'échec, mais vraiment, du dernier mercato. C'est-à-dire, cet été, t'as pisté Skriniar pendant tout l'été. T'avais pas forcément de plan B, si ce n'est Disasi, et encore. Et du coup, tu t'es retrouvé la queue entre les jambes en septembre, t'avais pas de défenseur central. Galtier, il a fait des pieds et des mains en conférence de presse. Il a répété pendant des semaines qu'il n'était pas content de ne pas avoir de défenseur central. Et de l'autre côté, Luis Campos, il a dit sur RMC que lui, il n'était pas content de la superposition dans l'effectif et que le mercato était loupé. Ok. Dans ton secteur offensif, cet été, tu as recruté. Tu as fait Ekitike, tu as fait Carlos Soler. Et au final, aujourd'hui, en septembre, tu as recruté 2 mecs offensivement. En septembre, tu te plaignais de ne pas avoir recruté défensivement. Et aujourd'hui, tu vas repartir sur le marché des transferts des joueurs offensifs. Et tu vas délaisser Milan Skriniar qui peut t'apporter tout de suite à l'instant T être titulaire face au Bayern. Défensivement. Sachant que, offensivement,
on a montré de belles choses et on sait très bien que collectivement, notre point faible, c'est la défense. Donc là déjà, terrible constat d'échec sur le mercato dernier, à savoir est-ce qu'Ekitike était le bon profil, Carlos Soler, pourquoi on l'a recruté, je ne cesserai de poser cette question. Et maintenant, on en vient à la question de la lecture de l'effectif. Et oui, parce que tu recrutes un joueur pour l'effectif. D'abord, Cherki vient clairement pour être remplaçant de Neymar et Messi. Pas de problème. Là, tu peux mettre Campos face à une contradiction. C'est-à-dire que tu fais de la superposition, en fait. Voilà. Au même poste, tu mets un joueur qui ressemble à Messi, qui ressemble à Neymar. Dans le profil, pas en termes de niveau, bien sûr, je préviens. Hein. Mais le problème, c'est que derrière, tu n'as pas de remplaçant à Mbappé, en fait. Là, tu es dans un cercle vicieux. J'ai essayé jusque-là de prendre la défense de Campos et Galtier en me mettant à leur place, mais tu arrives dans un cul-de-sac. Tu cherches un remplaçant à Neymar et Messi, mais tu n'en as pas un pour Mbappé. C'est-à-dire que quand Mbappé n'est pas là, tu n'as personne qui prend la profondeur. Tu n'as personne qui apporte de la percussion. Et donc, j'en viens à ma conclusion. Et ça, je le disais dès le mois de mai 2022. Hein. Reprenez mes vidéos. Hein. Il faut recruter un ailier prioritairement en attaque. Avant un attaquant pivot, avant n'importe quel autre profil, il faut un ailier droit parce que cette équipe a besoin de percussion, de prise de profondeur et parce que tout joueur qui n'est pas Neymar, Messi ou Mbappé dans ce secteur offensif au PSG ne sera pas titulaire. Donc, il faut réfléchir en sortie de banc. En sortie de banc, tu ne peux pas prendre un 9 pivot. En sortie de banc, tu ne peux pas prendre un Ryan Cherki parce que ce n'est pas quelqu'un qui va faire des différences s'il rentre sur 20 minutes, 30 minutes. Non, il faut quelqu'un qui fait des différences en 1 contre 1, qui va fatiguer la défense adverse. Parce que sinon, si tu veux préserver ton équilibre, tu ne fais pas rentrer un élément offensif. Tu fais rentrer un milieu, un numéro 6, ou alors un défenseur. Voilà, tu fais rentrer Mukiele à la place d'Hakimi, par exemple. Et là, t'es bien. Maintenant, la question de la structure. Galtier fait son 4-4-2 à plat depuis quelques matchs. Je pense sincèrement que c'est une structure à prendre en compte. Avec Carlos Soler qui est à droite, qui fait n'importe quoi d'ailleurs dans ce registre. Donc tu pourrais te dire, est-ce que le PSG ne cherche pas à recruter un milieu droit, ailier droit pour mettre ce 4-4-2 à plat? Parce que je pense que Galtier a à cœur, se rend compte que le 4-4-2 losange, c'est pas viable en Ligue des Champions. Il a à cœur d'avoir ces 2 lignes très distinctes, essayer de les resserrer le plus pour que l'adversaire n'ait pas d'espace entre ces fameuses lignes et que du coup tu te fasses pas transpercer parce que le 4-4-2, en fait, tu as tellement de densité dans l'axe, tu te fais trouer sur la largeur et dans la profondeur, c'est pas possible. Tout simplement, c'est pas viable en fait. Et ça, je pense que Galtier en est parfaitement conscient. Maintenant, donc du coup, comme je disais, le 4-4-2 dans le 4-4-2 à plat, Cherki, enfin, à part en faux numéro 9 à côté de Mbappé, je vois pas où est-ce que tu peux le mettre. Hein. Milieu droit, allez, milieu droit, ok, mais ce serait pas révolutionnaire. Dans le 4-4 de Losange, pareil, hein, c'est de la superposition. En gros, c'est un remplaçant à Neymar et Messi, dans le poste de numéro 10 de Neymar ou de deuxième attaquant de Lionel Messi. Personnellement, en fait, j'en reviens à la lecture de l'effectif qui est faite depuis mai dernier, et je pense que chez Luis Campos, ça n'a pas changé. Hein. Je pense que Luis Campos, mai dernier, avant même que Galtier signe, ça parlait d'un système à 3. Alors vous me direz, Galtier, avant qu'il signe, il travaillait, il parlait déjà avec Campos. Oui. Mais je pense qu'en fait, on a affaire à un Campos qui est arrivé, qui voulait mettre son système à 3, qu'il a un petit peu imposé à Galtier. Au final, avec le pivot gang de Mbappé au mois d'octobre et la baisse de régime du système à 3, tu repasses en 4-4 de Losange. Mais là, le 4-4 de Losange étant lui aussi en baisse de régime, Campos revient en force en essayant de réimposer son système à 3. Parce que franchement, là où je pourrais comprendre la lecture de Campos et Galtier, j'y viens, je vais leur faire un compliment, attention, préparez-vous. Je pense très clairement qu'en fait, dans ce système à 3, donc avec 3 défenseurs, des pistons qui sont Hakimi et Nuno Mendes, Mbappé qui est dans une position un petit peu plus axiale, Neymar, Messi qui sont dans l'axe, tes pistons qui du coup écartent le bloc adverse, même si tu ne serres pas tes pistons, même si tu ne les envoies pas dans la profondeur, ils écartent, rien que par leur position, le bloc adverse. Et du coup, ils facilitent les échanges dans l'axe pour Neymar et Lionel Messi, chose qui n'est pas possible dans le 4-4 de Losange. Donc dans ce système à 3, avec Mbappé, Nuno, Hakimi, est-ce que tu as vraiment besoin d'un joueur de percussion? Là, je pourrais comprendre Luis Campos qui préférait recruter par exemple un attaquant pivot. Parce que tes pistons donnent la percussion et Mbappé, pareil. Maintenant, pour moi, la priorité dans ce système-là, c'est un joueur qui est capable d'éliminer, faire des différences avec le ballon au pied. Ryan Cherki. Donc voilà, là où j'en viens, 19 minutes pour vous dire qu'en fait, j'ai l'impression que Luis Campos voit cet effectif comme
le système à 3, avec donc Cherki qui apporterait ce qu'on n'a pas aujourd'hui pour cet effectif, un joueur capable de remplacer Neymar et Messi en faisant des différences dans les 1 contre 1. Parce que, on est tous d'accord, quand cet effectif est au complet, le système parfait, c'est le système à 3. Kimpembe en défense est très agressif, Marquinhos, Ramos pour les qualités de relance. Au milieu de terrain, Verratti, Vitinha, les pistons sont quand même mis en valeur, et surtout devant, franchement, arrêtez, même pour Mbappé en fait. Parce que Mbappé, il faisait les mêmes statistiques quand on jouait à 3. Il n'y avait pas de baisse statistique, c'était juste lui qui se sentait pas bien de ne pas avoir son aile à lui tout seul. Tout simplement parce qu'il veut juste partir de l'extérieur vers l'intérieur, et du coup avoir moins de situations de frappe dans la surface. Mais ce système à 3, quand le 11 est au complet, c'est le meilleur système pour le PSG. J'en suis convaincu. Le problème de ce système, c'est que dès qu'un seul joueur titulaire saute, bah là, c'est tout le système qui saute. Donc Ryan Cherki viendrait un petit peu combler le fait que le gap entre le titulaire et les remplaçants est trop important pour maintenir cette structure, ce système au-delà du 11 titulaire. Voilà où je veux en venir. Bon, maintenant, pour ce qui est de la question de Ryan Cherki, évidemment, dans l'ordre des priorités, c'est pas un mouvement qui colle, parce que recruter en sortie de banc alors qu'il te faut absolument un titulaire en défense, je comprends pas. Donc priorité à Milan Skriniar. Et ensuite, pour la sortie de banc, comme je disais, je préfère un joueur de percussion plutôt qu'un mec qui aime avoir le ballon dans les pieds et qui fait pas vraiment d'appel en profondeur. Et surtout, ça colle pas avec la logique d'un mercato hivernal. Ce genre de marché des transferts, c'est pour t'apporter dans l'immédiat, changer quelque chose tout de suite à ton effectif. Ryan Cherki, franchement, il va rien révolutionner s'il vient. Hein. Là, je suis allé chercher loin pour vous parler du système A3. Ce que je vous ai fait là, c'est clairement de la masturbation intellectuelle pour essayer de justifier, trouver un petit peu une logique à ce mouvement, en fait. Voilà. Pour ce qui est de Luis Campos, je me pose une question. Quand il était à Monaco et Lille, les Osimhen, les Bernardo Silva, les Fabinho, il va les chercher dans des équipes B, dans des équipes de jeunes. Certainement pas dans des équipes A et qui ont éclos depuis 3 ans. Donc là, tu peux te poser des questions sur un manque d'imagination. A-t-il perdu de sa créativité avec sa signature au PSG? Maintenant, je veux pas cracher, parce que j'ai vu beaucoup de gens critiquer cette rumeur de transfert Ryan Cherki, à juste titre. Hein. Mais dans un mercato idéal où tu as du budget et que tu n'as pas des besoins urgents, comme là on a avec notre défense, c'est un bon mouvement. Voilà. Le seul problème, c'est que là, il te faut un défenseur en priorité, un pivot et un ailier de percussion pour l'attaque, avant de recruter un Ryan Cherki. Voilà. Et puis, j'en reviens à mon point de départ. Si Lyon accepte notre offre de 10 à 15 millions, c'est de la folie pour eux, tout simplement. Voilà, je pense que ça ne va pas aboutir parce que Lyon va en demander beaucoup. D'abord parce que Ryan Cherki est un joueur qui est apprécié des supporters et ce serait très 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 mal vu, pour une très mauvaise opération pour la direction en fait, de faire que 15 patates sur un joueur qui est en dynamique en ce moment, apprécié des supporters. Voilà un petit peu mon avis sur cette piste Ryan Cherki. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très prochainement pour essayer de l'étoffer. Je vais réfléchir à d'autres choses à dire. Voilà, n'hésitez pas à donner le vôtre dans l'espace commentaire. Et puis, on se retrouve bien évidemment très prochainement pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, et puis on l'espère quand même une recrue, Ryan Cherki ou une autre, avant la fin de ce mercato, pour essayer d'étoffer un petit peu cet effectif, parce qu'il en a besoin bien évidemment. Allez, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, allez Paris, ciao les amis.